女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。君に染まるは大地、あの謎正義が愛滅に咲く日。また終わらぬ力の矢刻む何をあの刃に。苦痛の武器を持つ者、相手を倒せば勝利なりやもう一度聞こえる。自分が血の天に吹く風となる。Imaginez une scène où le rideau se lève sur un théâtre brutal, où les projecteurs impitoyables figent les acteurs dans un tableau de sang et de cris. Un spectacle retransmis en direct pour des millions d'âmes japonaises qui, ce 12 octobre 1960, ne savent pas encore qu'elles assistent à un drame shakespearien grandeur nature, un Hamlet en costume 3 pièces avec un zeste, de lame en acier trempé et une touche de chaos moderne, jouant une tragédie qu'aucun dramaturge n'aurait osé écrire sans rougir. Nous sommes au Hibiya Public Hall, une salle tokyoïte bourdonnante où 2500 spectateurs s'entassent, les nerfs à vif pour un débat politique retransmis par la NHK, cette vénérable institution qui, ce jour-là, troque son rôle de chroniqueur sage pour celui de témoin d'un carnage en direct. Les caméras ronronnent, les micros captent tout et Nagao Yashi, un photographe au bon endroit, au bon moment, s'apprête à décrocher un Pulitzer avec un cliché en noir et blanc qui fige la mort en pleine pause parce que, soyons honnêtes, l'histoire aime les instantanés qui claquent comme un coup de feu. Au centre de la scène, Asanuma Enejiro, 61 ans, colosse socialiste à la carrure de lutteur et au verbe tranchant, s'avance sous les projecteurs. Cet homme, pilier du Parti socialiste japonais, n'est pas là pour faire de la figuration. Il tonne contre le traité AMPO, ce pacte sécuritaire avec les États-Unis qui hérisse les nationalistes et fait grincer des dents jusque dans les ruelles d'Osaka. Asanuma, c'est une voix, un charisme, une provocation ambulante. Un an plus tôt, en 1959, il paradait à Pékin aux côtés des communistes chinois, lunettes épaisses et sourire en coin, lâchant devant micros et drapeaux rouges que les Américains sont, je cite, « l'ennemi commun de l'Asie ». Une saillie qui lui vaudra une ovation là-bas et ici un tombereau d'insultes. Autant dire que notre homme collectionne les inimitiés, mais ce jour d'octobre, tandis que les ultranationalistes, ces cerbères du Japon d'antan, hurlent leur rage depuis les gradins, le destin s'invita sans frapper. Les invectives fusent, si denses qu'elles étouffent les mots d'Asanuma, transformant son discours en une pantomime muette sous un déluge de décibels. Le modérateur, un pauvre air dépassé, tente un « calmez-vous » inutile. Puis dans un silence soudain aussi fragile qu'une feuille d'automne surgit l'imprévu. Yamaguchi Otoya, 17 ans, un gamin au visage d'ange déchu et au regard de braise, jaillissant de la foule comme un diable hors d'une boîte. Dans sa main, un wakizashi, cette lame courte et tranchante, assez discrète pour tromper les fouilles molles des vigiles et assez létale pour écrire la fin d'un acte. D'un bond presque théâtral, il plante l'acier dans le flanc gauche d'Asanuma, un coup net, précis, chirurgical, comme s'il avait répété devant un miroir ou un manuel d'anatomie. Le socialiste titube s'effondre et la première ironie, son embonpoint, ce rempart de chair qu'on croyait invincible, trompe l'assistance. Une égratignure, murmure-t-on, alors que l'hémorragie interne, cette tueuse silencieuse, ricane dans l'ombre, la horte, cette diva capricieuse, n'aime pas qu'on la taquine avec du métal.
On l'évacue en hâte, certains parient encore sur un miracle, mais à l'hôpital, à rideau. Asanuma est mort avant même qu'on ne déplie les draps blancs. Yamaguchi, lui, est plaqué au sol par une foule mi-horrifiée, mi-hystérique, un sourire narquois aux lèvres, savourant son triomphe de petit Brutus de banlieue. Il ignore que sa gloire sera brève. 3 semaines plus tard, dans une cellule froide, il se pendra avec ses draps, laissant des haïkus griffonnés sur les murs avec du dentifrice, un départ en artiste ou en poseur selon qu'on préfère le romantisme ou le cynisme. Pendant ce temps, le Japon détourne les yeux, gêné comme un enfant qui feint d'ignorer le vase brisé au milieu du salon, tandis que les fantômes de cette journée, eux, refusent de quitter la scène. En ce 25 février 2025, alors que les néons clignotent toujours et que les hommes d'affaires slaloment entre les foules avec la grâce mécanique d'un balai d'automates, l'assassinat d'Asanuma Enejiro, ce coup de wakizashi télévisé qui, le 12 octobre 1960, a transpercé un homme et une époque, flotte encore dans l'air du Japon comme un spectre qu'on n'ose ni chasser ni nommer, une vieille chanson qu'on fredonne sans s'en rendre compte. Un écho dramatique qui refuse de s'éteindre dans un pays pourtant maître de l'oubli poli. Pourquoi plus de 6 décennies après cet événement, un socialiste truculent broché en direct par un gamin exalté de 17 ans devant des caméras de TV, continue-t-il de titiller les consciences, de gratter là où ça démange dans une nation qui préfère se taire, ranger ses traumas dans des boîtes bien étiquetées avant de les oublier ? La réponse se niche dans les strates d'un Japon qui, en 1960, dansait sur un fil tendu entre son passé impérial et son avenir américanisé. Un pays où les cendres de la guerre fumaient encore sous les gratte-ciel naissants, où le traité AMPO, cet accord sécuritaire avec les États-Unis, signé sous les huées et les pavés des étudiants, cristallisait une fracture béante. D'un côté, les rêveurs de gauche, comme Asanuma, avec leurs discours enflammés et leurs envies de rejoindre le bloc de l'Est. De l'autre, les nostalgiques d'un empereur-dieu prêts à mourir ou à tuer pour un honneur qu'ils voyaient s'effilocher dans l'occidentalisation. Cet assassinat capturé par l'œil froid et professionnel de Nagao Yasushi dans une photo qui lui vaudra un Pulitzer n'est pas qu'un fait divers sanglant. C'est un miroir, un instant où le Japon s'est vu nu, incapable de trancher. En 2025, alors que les tensions géopolitiques avec la Chine rappellent les diatribes d'Asanuma, à Pékin et ailleurs, et que les groupes nationalistes, certes moins bruyants qu'hier, murmurent encore dans les marges d'Internet, cet événement résonne comme un avertissement, je l'avais dit, posthume, d'un homme dont le sang attachait le linoléum d'un plateau télé. Anecdote amusante, si l'on peut dire, lors d'une exposition récente à Tokyo, un collectionneur a ressorti le wakizashi de Yamaguchi retrouvé dans un grenier familial, une lame rouillée qui, paraît-il, attire plus de curieux que de répulsion. Comme si le Japon, ce grand fétichiste des reliques, y voyait un souvenir plutôt qu'un outil de mort. Et puis il y a l'ironie, ce sel dont raffole l'histoire, pendant que certains militants de gauche aujourd'hui sexagénaires pleurent encore Asanuma comme un martyr mal fagoté. D'autres sur X s'amusent à détourner la fameuse photo en mème. Preuve que même les tragédies finissent en gif quand le temps passe, un humour que le vieux socialiste, avec son goût pour les provocations, aurait peut-être apprécié entre 2 gorgées de whisky. Alors pourquoi 2025 n'enterre-t-il pas ce drame ? Parce que le Japon reste ce pays paradoxal où les fantômes de 1960, la gauche brisée, la droite galvanisée, la jeunesse perdue se promènent encore dans les rues, déguisés en salarymen ou en influenceurs TikTok, et que l'assassinat d'Asanuma, ce cri primal filmé en direct, rappelle qu'ici même le progrès n'efface pas les lames, il les polit juste un peu mieux. En 1960, le Japon était une cocotte minute posée sur un feu nourri, un pays qui toussait encore des cendres, des bombes tout en avalant goulûment les promesses d'un avenir bardé de néons et de transistors, un archipel où les fantômes des guerriers croisaient les salarymen en costume gris, où les rues de Tokyo grondaient d'une colère sourde tandis que les campagnes somnolaient sous un voile de tradition que personne n'osait encore froisser. C'est dans ce décor bancal que l'assassinat d'Asanuma le 12 octobre trouva sa scène.
Un crescendo tragique dans une symphonie de tensions politiques qui faisait du Japon post-guerre une bête étrange à la fois convalescente et fébrile, prête à mordre ou à s'effondrer selon le vent. 15 ans après la capitulation de 1945, l'occupation américaine avait laissé des traces, une constitution pacifiste imposée par les vainqueurs, un empereur réduit à une figure de vitrine et une économie qui redémarrait à coups de dollars et de machines-outils, mais sous la peau lisse de ce miracle économique, ça a gratté, ça a suppuré, ça a refusé de cicatriser. Le traité Ampo, ou plus précisément le traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon, signé en 1951 puis renouvelé en 1960 sous la houlette du Premier ministre Kishinebusuke, était la braise qui rallumait le brasier. Une alliance militaire qui donnait aux Américains des bases sur le sol nippon, une laisse dorée que beaucoup percevaient comme une humiliation. Un rappel que l'indépendance retrouvée en 1952 n'était qu'un joli mot sur du papier officiel. Dès le printemps, les manifestations éclatèrent, massives, désordonnées, portées par une coalition improbable d'étudiants gauchistes, de syndicats ouvriers et de citoyens lambda excédés. Le 15 juin, une jeune étudiante, Kamba Michiko, mourait écrasée dans une bousculade avec la police près du Parlement, une martyre involontaire dont le nom devint un cri de ralliement, tandis que les gaz lacrymogènes flottaient sur Nagatacho. Les chiffres parlent, 5,8 millions de Japonais descendirent dans la rue cette année-là, un record qui donne au pays des airs de France en 1968. Face à cette vague, deux camps s'affrontèrent irréconciliables. D'un côté, la gauche, incarnée par des figures comme Asanuma, chef du Parti socialiste japonais, un homme au verbe haut et au ventre rond qui rêvait d'un Japon débarrassé des chaînes yankees et d'un rapprochement avec la Chine et l'URSS. Un tribun qui, en 1959, comme je vous l'ai dit, avait osé défiler à Pékin avec un chapeau ridicule pour clamer que les États-Unis étaient l'ennemi commun. Un coup de théâtre qui lui valut autant d'applaudissements que de menaces de mort et qui, disons-le, ne passait pas inaperçu dans un pays où l'on préférait murmurer ses colères. De l'autre, les nationalistes, ces gardiens d'un passé mythifié, souvent issus des cendres des ultra-conservateurs d'avant-guerre, qui voyaient dans le traité Ampo une trahison de l'âme japonaise, mais qui, paradoxalement, haïssaient encore plus les socialistes que les Américains, au point que certains, comme le jeune Yamaguchi, futur assassin d'Asanuma, passaient leur week-end à s'entraîner au kendo et à rêver d'un retour à l'ère Meiji, maudissant la démocratie et les étrangers. Entre les deux, le gouvernement de Kishi, un ancien bureaucrate de l'ère militariste reconverti en démocrate de façade, tentait de tenir le gouvernail, mais il tanguait, malmené par une opinion publique qui le vomissait et une droite qui le trouvait trop mou. Ironie savoureuse, Kishi survivra à une tentative d'assassinat en juillet 1960, quelques mois avant Asanuma, preuve que les couteaux cette année-là étaient plus à la mode que les stylos. Et puis, il y avait le peuple japonais, ce grand muet qui regarde, parfois participe, souvent se tait. Les paysans qui labouraient encore avec des bœufs par endroits, les ouvriers qui découvraient les chaînes de montage, les adolescentes qui dansaient sur du rock'n'roll importé, un Japon en pleine mutation où la télévision envahissait les foyers, et oui, déjà 10 millions d'appareils de télé en 1960, et les gratte-ciel poussaient comme des champignons, mais où les vieilles rancunes, elles, ne mouraient jamais tout à fait. Anecdote révélatrice de cette période, pendant les débats sur le traité Ampo au Parlement, les députés en venaient souvent aux mains, littéralement, transformant la diète en ring de boxe. Une bagarre diffusée en direct fit dire à un chroniqueur politique que le Japon prouve qu'il peut être moderne sans renoncer à ses passions de village. Ce Japon de 1960, c'était un pays qui se cherchait, qui hurlait dans les rues et chuchotait dans les salons, un pays où l'histoire, comme une vieille tante acariâtre, refusait de partir sans laisser une dernière marque. Dans le grand théâtre du Japon de cette année-là, où les projecteurs de l'histoire braquaient leurs faisceaux sur des acteurs plus grands que nature, Asanuma s'avança, colosse socialiste au verbe haut, silhouette trapue moulée dans un costume sombre qui semblait toujours un peu froissé, comme s'il venait de sortir d'une rixe ou d'une nuit blanche.
un tribun hors pair avec des lunettes épaisses et un sourire en coin, un homme dont la voix résonnait comme un gong dans une époque qui tremblait de peur. Né le 27 décembre 1898 à Miyake-jima, une île de la préfecture de Miyake, dans une famille modeste de commerçants, Asanuma n'avait rien d'un héritier prédestiné, pas de sang noble, pas de fortune ostentatoire, juste un gosse têtu qui, dit-on, préférait les débats aux jeux de billes, un gamin qui grandira dans l'ombre de l'ère Meiji finissante, biberonné aux idées de justice sociale dans un pays où l'empereur était encore un dieu et les pauvres une fatalité, mais sans mère morte en couche. Étudiant à l'université Waseda, temple tokyoïde des esprits libres, il se frotta au cercle socialiste dans les années 1920, une époque où parler de Marx au Japon revenait à signer son ordre d'arrestation, les lois de préservation de la paix, ces filets d'acier du régime impérial, emprisonnaient ou exilaient les agitateurs communistes. Mais Asanuma déjà avait le cuir épais et la langue bien pendue, il gravit les échelons, d'abord dans l'ombre, puis sous les projecteurs, et en 1936, il entra à la Diète comme député du Parti ouvrier et paysan, une étiquette qui sentait la sueur et le terroir loin des ors des élites militaristes qui dominaient encore le pays. Un début modeste pour un homme qui bientôt ferait trembler les murs avec ses discours. Charismatique, oui certainement, mais le mot semble taillé pour lui. Trapu, le cheveu gominé et l'énergie débordante, Asanuma n'avait pas le physique des héros de cinéma, mais il captait les regards comme un aimant, une voix rauque qui claquait comme un fouet, un rire franc qui désarmait, enfin pas tout le monde malheureusement, une présence qui remplissait une pièce avant même qu'il n'ouvre la bouche. Au Parlement, on raconte qu'il pouvait faire taire une assemblée hostile rien qu'en se levant. Controversé, il l'était tout autant, mais avec panache. En 1959, à 60 ans passés, il s'envola pour Pékin, invité par la Chine maoïste, et là, sous les regards médusés des diplomates, il lâcha sa fameuse bombe verbale en qualifiant les États-Unis d'ennemis communs de l'Asie, une phrase qui fit hurler les nationalistes japonais et frissonner les ambassades, un coup de maître ou un suicide politique selon qu'on le voit comme un prophète ou un provocateur en mal d'attention. Anecdote savoureuse s'il en est, sur les photos de l'époque on le voit posé avec un chapeau traditionnel chinois, un couvre-chef grotesque qui lui donnait l'air d'un touriste égaré dans un opéra révolutionnaire, mais lui, imperturbable, souriait comme si c'était le plus naturel des accessoires. Au Japon, cette escapade lui valut des torrents d'insultes, traître, chien rouge, et des menaces si nombreuses qu'il plaisantait, paraît-il, en disant qu'il devrait facturer ses ennemis pour le papier gâché en procédure de plainte. Mais Asanuma ne plia pas. Président du Parti socialiste depuis 1960, il incarna une gauche radicale, anti-ampo, anti-américaine, anti-réactionnaire, rêvant d'un Japon souverain mais ouvert sur le monde, un idéal qu'il portait avec la fougue d'un prédicateur et l'aplomb d'un comédien. Pourtant, sous les bravades, il y avait l'homme avec ses failles et ses paradoxes. Un père distant, disent certains, un buveur invétéré qui préférait le nihonshu et le whisky aux grandes idées après minuit, un socialiste qui, bien sûr, aimait les cigares cubains, un vice-bourgeois qui l'assumait avec un haussement d'épaule. Ses camarades le vénéraient, ses adversaires le haïssaient, le peuple, lui, oscillait entre admiration et méfiance. Trop bruyant pour les uns, trop sincère pour les autres, Asanuma fut un ovni dans un Japon qui préférait les silences aux éclats. Dans l'ombre brûlante du Japon de 1960 surgit aussi Yamaguchi Otoya, un gamin de 17 ans au visage d'ange, un adolescent ultranationaliste au regard fiévreux qui, le 12 octobre, transforma un débat politique en une tragédie où le sang vola la vedette homo, un Brutus boutonneux qui, avec une lame courte et un sourire narquois, fit basculer l'histoire japonaise dans un éclat de violence aussi absurde qu'inéluctable. Né le 22 février 1943 à Tokyo, Otoya n'est ni un fils de l'aristocratie ni un rejeton des bas-fonds comme il a pu le dire. Il grandira dans une famille respectable, son grand-père n'était autre que l'écrivain Namiroku Murakami, sous l'aile d'un père officier et d'un frère aîné membre des forces d'autodéfense japonaises.
Cette héritière édulcorée de l'armée impériale, un homme qui, après 1945, avait troqué le sabre pour un uniforme amidonné et une carrière sans panache. Un patriote discret qui élevait ses fils dans l'écho lointain d'un Japon glorieux que la défaite avait relégué au manuel d'histoire. Mais le jeune Otoya, lui, n'avait que faire des compromis tièdes de son père. Il était de cette génération née trop tard pour la guerre, trop tôt pour le miracle économique, un gosse qui regardait les bases américaines d'Okinawa comme des verrues sur la peau sacrée de l'archipel, un môme qui rêvait des daimyo quand ses camarades s'extasiaient sur Elvis Presley et les voitures américaines. Son basculement dans l'ultranationalisme ne vint pas d'un éclat divin ni d'une épiphanie sous un cerisier. C'est une lente combustion alimentée par son frère aîné, un activiste qui traînait dans les cercles du Parti patriotique du Grand Japon, une nébuleuse d'exaltés nostalgiques fondée par des vétérans et des rêveurs prêts à mourir pour un empereur qu'ils ne comprenaient plus vraiment. Le jeune Otoya, lui docile mais bouillonnant, suivit le mouvement, s'enrôla dans ces milices informelles où l'on pratiquait le kendo et la boxe, et où l'on hurlait des slogans d'un autre âge. Les archives policières le confirment, entre 1958 et 1960, il fut arrêté pas moins de 10 fois lors des contre-manifestations anti-impôts et anticommunistes, un joli palmarès. Mais chaque interpellation fut une médaille, chaque nuit au poste un badge d'honneur pour ce gamin qui préférait les poings au stylo et les lames au livre. Malheureusement pour le Japon, Yamaguchi Otoya ne se contenta pas de crier, il agit. Le 12 octobre 1960, au Hibiya Public Hall, il était là, tapi dans la foule de 2500 spectateurs, un adolescent noyé parmi les costumes-cravates et les huées des militants d'extrême droite, un figurant qui rêvait de voler la scène. Asanuma, le colosse, parlait, ou plutôt tentait de parler sous une pluie d'insultes qui noyait ses mots. Yamaguchi, lui, attendait, un ressort tendu, prêt à claquer. Puis l'instant, il bondit, agile comme un chat de gouttière, et plante son wakizashi dans le flanc gauche d'Asanuma, un coup si précis qu'on croirait presque un coup de chance. La horte cède, le tribun s'effondre, et Yamaguchi, saisi par la foule, savoure son triomphe avec un rictus qui dit tout. Il s'était vu en martyr, en guerrier, en légende. Ironie mordante s'il en est, il tenta un deuxième coup, peut-être un seppuku avorté, mais les mains qui l'agrippèrent l'en empêchèrent. Emmené en garde à vue, il ne plia pas. Dans sa cellule, au centre de détention de Kosuge, il griffonna des haïkus sur les murs avec un bout de crayon volé, des vers maladroits où il célébrait l'honneur et la nation, comme un poète raté qui voulait laisser une trace avant l'oubli. 3 semaines plus tard, le 2 novembre, il se pendit avec des lambeaux de drap après avoir écrit un dernier poème sur le mur avec du dentifrice. 7 vies pour mon pays, 10 000 années pour sa majesté l'empereur. Une sortie théâtrale qui boucla son drame en 2 actes. À 17 ans, il n'aura pas vu l'hiver, mais il aura marqué l'histoire, ou du moins ses marges. Mais qui était-il vraiment, cet adolescent Wakizashi, un fanatique certes, mais aussi un produit de son temps, un gosse perdu dans un Japon qui se cherche, un fils de militaire qui fantasmait un passé glorieux, un ultranationaliste qui voyait dans Asanuma tout ce qu'il haïssait, tout ce qu'il voulait effacer. Son père, dit-on, pleura en silence à l'annonce de sa mort, un officier qui n'avait rien vu venir ou qui avait vu sans vouloir regarder. Ce père qui incarnait cette génération d'après-guerre coincée entre l'honneur perdu de l'Empire et les ordres policés d'un Japon sous tutelle américaine. Un homme qui éleva ses garçons dans une discipline stricte mais sans éclat, un patriote muet dont les silences laissaient trop de place aux rêves bruyants des autres. C'est là que le frère aîné entra en scène. Une figure floue mais cruciale, un activiste dont le nom resta dans l'ombre des archives, mais dont l'influence fut une torche dans la nuit, plus âgé, plus dur, déjà trempé dans les eaux troubles des cercles d'extrême droite. Il revenait à la maison avec des pamphlets, des récits de combats de rue et une haine viscérale des étrangers, des communistes et du traité Ampo. Le jeune Otoya, lui, docile mais fasciné, écoutait, absorbait, suivait, une discipline idéale pour un prêcheur en herbe,
Un gosse qui vit dans ses idées, un costume taillé pour lui, bien plus excitant que les leçons mornes du lycée ou les sermons paternels sur le devoir. Le parti patriotique du Grand Japon, ou Dai Nippon Haikokuto, devint son évangile, un mouvement politique fondé en 1951 par des nostalgiques de l'ère militariste, des hommes comme Akao Bin, son leader charismatique, qui crachaient des discours enflammés contre les rouges, les étrangers et les yankees avec la verve d'un prédicateur de rue, un groupe qui mélangeait vieux généraux déchus, jeunes exaltés et une bonne dose de désespoir, unis par la conviction que le Japon devait retrouver son âme, quitte à la chercher dans le sang. Biberonné à ses idées, Yamaguchi y trouva une cause, un sens, une famille. Il apprit à haïr les socialistes comme Asanuma, ces traîtres qui pactisaient avec la Chine rouge. Il apprit à mépriser l'Amérique, ce vainqueur arrogant qui squattait les bases d'Okinawa. Il apprit surtout que l'action valait mieux que les mots, une leçon qu'il portera jusqu'au bout. Les contre-manifestations Ampo, ces batailles rangées qui enflammaient Tokyo en 1959 et 60, furent son terrain de jeu. Tandis que des millions d'étudiants et d'ouvriers défilaient contre le traité, lui et ses camarades d'extrême droite jouaient les troubles faits, armés de bâtons, de drapeaux impériaux et d'une rage qui compensait leur maigre nombre. Ils chargeaient les étudiants communistes aussi bien que la police. Ce parcours, c'est celui d'une radicalisation en accéléré, un feu qui couva et finit par exploser. Le frère lui montra la voie, le parti lui donna un dogme, les manifestations lui offrirent une arène et au milieu, le jeune Otoya, 17 ans, se rêva en guerrier, en purificateur, en main du destin. À 15 heures précises, les projecteurs s'allumèrent et les trois protagonistes montèrent sur scène. Nishio Suehiro, chef du parti démocrate socialiste, un homme aux manières polissées et au ton mesuré, ouvrit le bal avec une éloquence flasque. Puis vint Kishi Nobusuke, le premier ministre controversé, architecte du traité Ampo, dont la présence seule suffisait à faire grincer des dents la moitié de la salle. Et enfin, Asanuma Enejiro, l'idole du parti socialiste japonais, un tribun au verbe haut, prêt à haranguer la foule avec cette voix rauque qui faisait trembler les vitres. Trois leaders, trois visions, un ring où les idées devaient s'affronter. Dès les premières minutes, l'air se chargea d'électricité. Les ultranationalistes, ces cerbères du passé impérial fantasmé, étaient là, disséminés dans les gradins, leurs drapeaux roulés en boule et leurs slogans prêts à jaillir. Ils haïssaient Asanuma, ce rouge qui osait parler de souveraineté et d'amitié avec la Chine, et ils ne se privaient pas de le faire savoir. À peine le socialiste ouvrit-il la bouche que les huées fusèrent un déluge de cris si dense qu'il noya son discours, transformant ses mots en une pantomime muette sous un orage de décibels. « Mort aux traîtres! Vive l'empereur !» Des injures qui claquaient comme des gifles, tandis que le modérateur, un pauvre vieil homme en costume gris, tentait un « calmez-vous s'il vous plaît », peu efficace. Anecdote encore une fois intéressante, 5 minutes avant le drame, une panne technique coupa les micros, un silence bref mais irréel tomba sur la salle, et certains y virent un signe, un répit divin peut-être, ou juste une blague cruelle du destin avant le grand final. Asanuma, imperturbable, reprit la parole, ignorant les insultes, ses lunettes glissant sur son nez luisant de sueur, son embonpoint tremblant sous l'effort. Il parla d'un Japon libre, d'un peuple maître de son destin et solidaire des peuples du monde, mais ces mots s'évanouissaient dans le vacarme et dans la foule. Ce gamin de 17 ans, biberonné à la haine, attendait un wakizashi glissé sous sa veste. Puis vint l'instant, à 15h05, où il bondit, surgissant de nulle part, une silhouette fluette mais vive comme un chat. Il escalada la scène en 2 enjambées et planta sa lame dans le flanc gauche d'Asanuma qui tituba, un râle s'échappant de sa gorge, ses lunettes tombant au sol, et il s'effondra, lourd comme une statue qu'on renverse, tandis que la foule pétrifiée hurlait enfin quelque chose qui ressemble à de l'horreur.
Grâce à son ventre généreux, le sang ne gicla presque pas. On crut d'abord à une blessure légère, une éraflure, et certains spectateurs murmurèrent « Il va se relever », comme si c'était une mise en scène un peu trop réaliste. Mais l'hémorragie interne ricanait dans l'ombre. Sanuma était mort avant même que les brancardiers ne le soulèvent, laissant un parti orphelin et un pays bouche bée. Yamaguchi, lui, comme je l'ai déjà dit, tenta un deuxième coup, un seppuku avorté, peut-être pour parachever son rôle de martyr, mais la foule le plaqua au sol, ses bras maigres gigotant, son sourire narquois restant figé. Un gosse qui savourait son quart d'heure de gloire sans voir que le rideau tombait déjà. Les 2500 spectateurs témoins, malgré eux, oscillèrent entre choc et hystérie. Certains pleuraient, d'autres criaient vengeance, d'autres encore fixaient la scène, incrédules, comme si la télévision venait de trahir sa promesse de divertissement sage. Kishi et Nishio, oubliés dans le chaos, restèrent en coulisses, pâles, inutiles. Le débat était fini, remplacé par une image brute, celle d'un homme à terre et d'un gamin triomphant. Un cliché que Nagao immortalisa en un déclic prophétique. Analysons ce geste, cette fraction de seconde où tout bascula. Il y eut d'abord le bond, un élan qui trahissait une détermination froide. Yamaguchi ne tituba pas, ne trébucha pas, il vola vers sa cible avec l'assurance d'un tueur né, son corps maigrelet porté par une rage qui dépassait son âge. Puis vint l'impact. Le wakizashi entra dans la chair d'Asanuma comme un couteau dans du beurre, on le voit nettement sur la vidéo du drame. Un mouvement net, sans hésitation, un arc parfait, qui évoque moins la sauvagerie qu'une exécution étudiée. Certains diront qu'il a visé au jugé, mais la trajectoire impeccable suggère un calcul, une intention, une leçon apprise dans les cercles du parti patriotique du Grand Japon, où l'on vénérait encore le tranchant des lames comme un art sacré. Le socialiste colosse au ventre rond et à la voix de stentor n'a pas eu le temps de comprendre. Ses lunettes qui glissent, un râle qui s'échappe et il s'effondre, lourd comme un arbre qu'on abat, son embonpoint trompeur masquant un instant la gravité de la plaie, une ironie cruelle, car ce bouclier de chair qui lui donnait l'air invincible ne fit que retarder l'évidence. La horte rompue, l'hémorragie interne déjà en marche, une mort rapide. Yamaguchi, lui, ne s'arrêta pas là, puisque dans un dernier élan qui frôla le ridicule ou le sublime, selon le point de vue, il tenta de parachever son œuvre pour s'offrir une fin directe, tandis que dans la foule, un vieil homme dépassé lâchait un « C'est du cinéma !» avant de réaliser, blême, que le sang qui tachait le plancher n'était pas du ketchup. La chorégraphie de l'acte, vue au ralenti dans les archives vidéo, fascine autant qu'elle glace. Yamaguchi ne tremble pas, son bras ne flanche pas, et le wakizashi affûté devient une extension de sa volonté. Un pinceau qui signe son manifeste en rouge. Les témoins parlent d'un silence, un instant suspendu entre le coup et le cri, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle, un silence brisé par les hurlements, les pleurs, le fracas des chaises renversées, tandis que les caméras impassibles continuaient de tourner et que Nagao, par miracle ou par réflexe, appuyait sur le déclencheur au moment exact où la lame s'enfonçait. À 15h23, quand les médecins de l'hôpital de Tokyo déclarèrent Asanuma mort, le parti socialiste japonais, PSG, perdit plus qu'un leader, il perdit une voix, une figure, un colosse charismatique dont les discours tonitruants contre le traité Ampo et les États-Unis faisaient vibrer les foules, des usines d'Osaka aux amphis de Waseda. Asanuma, avec son verbe haut et son culot, était le ciment d'un parti déjà fissuré entre modérés et radicaux, un tribun capable de fédérer les ouvriers, les étudiants et les rêveurs d'un Japon souverain et solidaire des peuples du monde et des minorités nationales opprimées. Sans lui, le PSG tituba, orphelin comme un acteur qui oublie ses lignes au milieu d'une scène cruciale. Les chiffres parlaient. En 1963, aux élections législatives, le parti perdit 11 sièges, une chute qui n'était pas seulement due à un revers mais à un aveu. La gauche japonaise, privée de son porte-étendard, commençait à s'effacer dans l'ombre des conservateurs du PLD, le Parti libéral-démocrate, ces éternels gagnants qui savaient mieux murmurer aux oreilles des industriels que crier dans les mégaphones.
L'onde de choc pourtant ne s'arrêta pas aux portes du PSG, elle galopa sauvage jusqu'au rang des ultranationalistes. C'est nostalgique d'un Japon impérial souvent fantasmé qui, dans l'acte de Yamaguchi, voyait une victoire, un signe, un feu vert pour s'enhardir. Le parti patriotique du Grand Japon, ce groupuscule d'exaltés où le jeune assassin avait puisé son venin, sorti de l'ombre, dopé par cet éclat de sang télévisé, non pas qu'il devint une force électorale, ses scores restèrent anecdotiques, mais il gagna en aura, en mythe, en pouvoir d'attraction sur une jeunesse désorientée par un pays qui troquait trop vite son âme pour de la croissance. Yamaguchi, mort 3 semaines plus tard par pendaison dans sa cellule de Kosuge, devint une icône malgré lui. Ses haïkus griffonnés sur les murs circulèrent dans les cercles d'extrême droite, une relique pour ces âmes perdues qui rêvaient encore d'un empereur dieu et d'une nation purifiée. Un détail parlant, en 1961, lors d'un rassemblement nationaliste à Tokyo, un orateur brandit une photo de l'assassinat, clamant que « le gamin a fait ce que les vieux n'ont pas osé ». Une ovation suivit et dans les marges, les recrues affluèrent galvanisés par ce geste qui pour eux n'était pas un crime mais un sacrifice. Pendant ce temps, le gouvernement de Kishi-Nobusuke, déjà chancelant sous les manifestations Ampo, respirait un peu. La mort d'Asanuma paradoxalement apaisait les rues comme si la gauche sonnée avait perdu son souffle. Kishi démissionna en juillet 1960 avant l'assassinat, mais son successeur Ikeda Hayato surfa sur cette accalmie pour vendre le miracle économique, un pansement sur une plaie qui ne guérissait pas vraiment. Alors était-ce la fin d'un espoir de gauche pour le Japon ? Il se lisait dans ce silence qui suivit le drame un vide que le PSG ne combla jamais tout à fait. Asanuma incarnait une gauche audacieuse, radicale, progressiste et prête à défier les États-Unis. Sans lui, le parti bascula vers la prudence, les compromis, les chamailleries internes. Les modérés menés par Nishio Suehiro tirèrent à U les radicaux à Dia et pendant ce temps, le PLD, ce rouleau compresseur conservateur avancé, imperturbable, bâtissant un Japon prospère mais docile, où les bases américaines devinrent un décor banal et les slogans socialistes des souvenirs jaunis. En 1967, lors d'un congrès du PSG, un délégué lança, amer, que le Wakizashi a coupé plus que l'aorte d'Asanuma. Il a tranché nos ailes et les espoirs du pays. Le Japon des années 60, porté par Ikeda et son plan de doublement du revenu, tourna le dos aux utopies. Les usines ronronnaient, les télés envahissaient les foyers, et la gauche jadis bruyante s'effaça dans un murmure, laissant les nationalistes jouer les fantômes d'un passé qui ne ressusciterait jamais. Parlons un peu de la photo prise par Nagao Yasushi, un photographe du Mainichi Shimbun qui, par réflexe et par une bonne dose de chance, appuya sur le déclencheur au moment exact où la lame s'enfonçait dans le flanc d'Asanuma. Cet instantané en noir et blanc devint une icône, une image qui décrocha le Pulitzer en 1961 et s'imprima dans les mémoires comme un cri silencieux. Yamaguchi suspendu en plein bond, la lame luisante, Asanuma figé dans une grimace, un tableau brutal où la mort posait pour l'éternité. Pour les nationalistes japonais, ce cliché n'était pas une condamnation, mais une consécration. Ils le reproduisirent sur des tracts, des affiches, des badges, un trophée visuel qui célébrait leurs héros. En 1962, lors d'une exposition organisée par un parti d'extrême droite, la photo trônait en grand format entourée de fleurs blanches comme une relique sacrée, une récupération qui donna des frissons et des hauts le cœur selon le camp. Mais son écho dépassa l'archipel. Dans les années 70, des groupuscules nationalistes à travers le monde, des skinheads britanniques, néofascistes italiens, suprémacistes américains s'emparèrent de l'image et la détournant, la placardant sur des forums clandestins ou des fanzines jaunies, un symbole universel de résistance pour des causes qui n'avaient rien à voir avec le Japon de l'époque, mais qui puisaient dans cette brutalité une inspiration tordue. Ironie de l'histoire, Yamaguchi, qui voulait purifier son pays des parasites occidentaux, devint une star posthume sur des continents qu'il n'avait jamais vus et qu'il haïssait par principe. Un gamin tokyoïte dont le visage orné des garages en Ohio ou des caves à Berlin,
Un destin que même lui, dans ses rêves les plus fous, n'aurait pas osé écrire. Mais l'assassinat d'Asanuma ne se joua pas seulement sur cet axe progressiste conservateur, il creusa une autre fracture plus brutale entre la gauche et la droite, un duel où les idées s'effacèrent parfois devant les poings et les lames. La gauche japonaise, portée par le Parti socialiste, le PSG, donc était alors une force vive, bruyante, hétéroclite. Elle ralliait les syndicats, les étudiants, comme ceux qui pleuraient encore Kamba Michiko, tué en juin 60 lors d'une manifestation anti-américaine, et des rêveurs qui voulaient un Japon égalitaire, un pays qui dise non aux bases d'Okinawa et oui à une voix propre sur la scène mondiale. Asanuma, avec son charisme de tribun et ses provocations, fut leur étendard, leur mégaphone, leur colosse. Sa mort laissa le PSG groggy, un parti qui vacillait comme un boxeur sonné, incapable de retrouver son souffle face à un PLD qui lui avançait, imperturbable, surfant sur le miracle économique pour noyer les utopies sous les chiffres du PIB. Face à cette gauche, la droite n'était pas un bloc monolithique, il y avait les conservateurs officiels, ceux du PLD, pragmatiques et policés, mais aussi une droite plus radicale, celle des nationalistes, ces héritiers des militaristes d'avant-guerre qui, dans des groupuscules comme le Parti patriotique du Grand Japon, cultivaient une haine viscérale des rouges et des étrangers, un amour fou pour un empereur réduit à une figure de potiche, et une foi dans la violence comme langage universel. Yamaguchi, biberonné à ses idées par son frère et les contre-manifestations en pot, était leur enfant prodige, un gamin qui transforma leur rhétorique en acte, un symbole qui, après son suicide en prison, devint une icône pour ces nostalgiques prêts à tout pour ressusciter un Japon qu'ils idéalisaient. La violence des groupes d'extrême droite, voilà le troisième fil que cet assassinat dénuda. Elle n'est pas un accident, mais un symptôme, une braise qui couvait depuis la défaite de 1945, ravivée par les tensions de 1960. Les ultranationalistes n'étaient pas majoritaires, loin s'en faut, leurs scores électoraux étaient risibles, mais ils savaient frapper fort au sens propre. En juillet 60, Kishi échappa de justesse à un attentat au couteau par un membre de ses cercles. En octobre, c'est Asanuma qui tomba. En 1961, un militant d'extrême droite, interrogé sur Yamaguchi, lâcha avec un sourire « Il nous a montré la voie, même si la lame était trop courte ». Une phrase qui sentait le fanatisme et le mauvais goût, mais qui disait vrai sur leur état d'esprit. Cette violence n'était pas gratuite, elle traduisait une fracture sociétale et civilisationnelle. Face à cette gauche qui s'effritait, la droite, elle, sortait ragaillardie, galvanisée par ce coup de théâtre sanglant. Pas la droite sage du PLD, bien que celle-ci profitât du vide pour asseoir son règne, mais la droite radicale des groupuscules qui voyaient dans l'acte de Yamaguchi une victoire, un cri primal qui résonnait dans leur cœur nostalgique. Le gamin avait vengé un Japon sali par les rouges et les étrangers. Alors en 1962, lors d'un meeting d'extrême droite à Tokyo, un orateur brandit une copie de la photo Pulitzer et hurla « C'est ça notre âme, c'est ça, reprenons notre droit !» déclenchant une ovation pleine de ferveur, un moment qui donna des frissons ou des nausées selon que l'on y voit du courage ou de la folie. Cette droite radicale ne prit pas le pouvoir, mais elle gagna en audace, en aura. Les années 60 voyaient fleurir des attentats mineurs, certes, des discours enflammés, une présence qui grondait dans les marges portée par ce symbole d'un gosse qui avait osé frapper, là où les vieux n'ont fait que parler. Le PLD, lui, plus malin, surfa sur cette vague sans se salir les mains. Ikeda vendit des frigos et des rêves de confort pendant que les nostalgiques du passé impérial agitaient leurs drapeaux dans le vent. Et le Japon dans tout ça, me direz-vous? Il préféra oublier, comme toujours. Ce pays, maître dans l'art de plier ses traumas comme des mouchoirs que l'on bourre au fond de sa poche, ne voulut pas s'attarder sur ce drame. Asanuma fut pleuré, oui, mais vite relégué aux archives. Yamaguchi, célébré par quelques-uns, fut effacé des conversations polies. Le cliché de Nagao, primé à l'étranger, resta une curiosité, pas un sujet de débat. Les années 60 défilèrent, le miracle économique prit le relais. En 1964, les JO de Tokyo lavèrent les dernières traces de l'après-guerre, les Shinkansen filaient, les télés rythmaient, les foyers, 90% des Japonais en avaient une en 1970,
et ce Japon qui hurlait dans les rues en 1960 s'était tu, ou plutôt s'était mis à chuchoter, préférant les chiffres aux slogans. Ironie douce amère, en 1975, un documentaire sur Asanuma passa à la télé, mais les audiences furent quasi nulles, trop vieux, trop compliqué, dirent les téléspectateurs. Résumé parfait d'un pays qui enterrait ses fantômes sous des couches de béton et de croissance. L'héritage de ce meurtre, une gauche affaiblie qui ne retrouverait jamais sa flamme, le PSG s'effaçant peu à peu, laissant le PLD régner quasi sans partage jusqu'à nos jours. Une droite galvanisée dont les éco-nationalistes persistent, même dilués dans les marges d'Internet en 2025, et un Japon qui oublie ou feint d'oublier parce qu'ici, les cicatrices ne se montrent pas. Mais imaginons un instant que le 12 octobre 1960, au Hibiya Public Hall, le destin, ce dramaturge capricieux, décide de rater une réplique. Yamaguchi bondit sur scène comme prévu, mais au lieu de planter sa lame dans le flanc d'Asanuma, il trébuche, peut-être une chaussure mal lacée ou un éclat de bravoure mal calibré, et son coup, au lieu de trancher la horte du colosse, ripe sur son embonpoint légendaire, laissant une petite éraflure sanglante mais risible, un accroc dans le costume froissé d'un homme qui, loin de s'effondrer, se redresse, ajuste ses lunettes épaisses et lâche avec ce verbe haut qui faisait trembler les murs « Et c'est tout ce que tu as, petit ?» Une scène qui aurait transformé la tragédie en comédie, capturée non pas par un Pulitzer, mais par un éclat de rire peut-être un peu gêné des 2500 spectateurs, tandis que le jeune assassin en puissance, plaqué au sol par une foule mi-furieuse, mi-médusée, rougit de honte plus que de triomphe. Dans cette petite uchronie, Asanuma indemne ou presque sortait du chaos plus grand qu'avant. Le parti socialiste japonais, dopé par ce miracle télévisé, faisait de lui un héros, un titan qui a défié la lame de la mort et du fascisme, une figure qui galvanise les foules au-delà des usines et des amphis. Et si, porté par cette vague, il était devenu Premier ministre, imposant une politique de gauche au Japon des années 60, un pays qui, au lieu de plonger tête baissée dans le miracle économique conservateur et libéral, avait pris un virage radicalement à gauche. Dans ce scénario, Yamaguchi, humilié, n'eut pas le temps de devenir un martyr, traîné à Kosuge par la justice, il croupit dans cellule sans haïku héroïque, un gosse qui rate son coup et sa légende, tandis qu'Asanuma, petit pansement au flanc, comme Trump lutte à l'oreille, et sourire en coin, capitalise sur l'incident. Les élections de 1963, au lieu de voir le PSG perdre 11 sièges comme dans notre réalité, deviennent un triomphe. Le parti, uni derrière son leader survivant, rafle une majorité fragile mais suffisante, renversant le parti libéral-démocrate et son champion Ikeda Hayato, dont le plan de doublement du revenu finit dans un tiroir, remplacé par les rêves fiévreux d'un socialiste qui veut un Japon souverain, affranchi des chaînes yankees et proche des États socialistes. Premier ministre en 1964, Asanuma ne perd pas de temps. Il s'attaque au traité Ampo, ce pacte ONI avec les États-Unis, et annonce, lors d'un discours tonitruant retransmis sur ces télés qui envahissent déjà les foyers, une renégociation musclée, les bases d'Okinawa renvoyées à Washington avec un merci mais non merci. Les conservateurs hurlent, les industriels blêmissent, mais les foules, encore marquées par les manifs de 1960, 5,8 millions de personnes dans les rues, applaudissent ce héros du peuple qui ose ce que Kishi n'a jamais tenté, dire non à l'oncle Sam. Sa politique de gauche ne s'arrête pas là. Fort de son aura de rescapé, Asanuma pousse des réformes qui font trembler le Japon Incorporated avant l'heure, nationalisation partielle des grandes industries, adieu Zaibatsu, hausse des salaires ouvriers, une couverture sociale inspirée des Scandinaves et des Français que Asanuma admire. Les syndicats, dopés, défilent en son honneur, les étudiants qui pleuraient Kamba Michiko en 1960 le portent au nu. Un Japon qui, au lieu de courir après les signes extérieurs de richesse, mise sur l'égalité et la souveraineté. Et l'Asie. Asanuma, fidèle à son coup d'éclat de Pékin, tend la main à la Chine et aux deux Corées, rêvant d'un bloc régional qui tienne tête à l'Occident. En 1966, il reçoit Mao à Tokyo, une poignée de main qui fait frissonner les chancelleries, mais unit les travailleurs des deux pays autrefois ennemis.
Et le Japon dans tout ça, il change, mais pas sans heurts. Sans le miracle économique à la Ikeda, la croissance ralentit, pas de JO fastueux en 1964, juste une petite cérémonie modeste à la gloire des ouvriers et des travailleurs, le pays gagne en fierté, en indépendance. Les bases américaines ferment une à une, les usines tournent pour les Japonais et pas pour l'export, et Tokyo devient une voie qui compte, un pont entre Est et Ouest. Les Japonais bénéficient d'une couverture sociale et de droits au chômage, les filles peuvent travailler et sont représentées en parité dans les partis. Le pays ouvre ses portes aux réfugiés, aux travailleurs du monde entier. Les conservateurs du PLD, relégués dans l'opposition, rongent leurs freins, promettant un retour à l'ordre. Alors, en 1970, ils reprennent le pouvoir, profitant d'une gauche usée par ses propres excès. Mais le virage d'Asanuma laisse des traces. Un Japon moins docile, plus égalitaire, moins amnésique sur son passé, plus divers. En ce jour de février 2025, alors que les rues de Shibuya bruissent sous les pas pressés des salarymen sacrifiables et rire des touristes, que les néons clignotent et que les cerisiers encore nus attendent leur heure, l'assassinat d'Asanuma résonne encore dans le Japon d'aujourd'hui, un écho lointain mais persistant, une note basse qui vibre sous le vernis lisse d'un pays maître dans l'art d'oublier ses drames. Un murmure shakespearien qui, 6 décennies plus tard, trouve une nouvelle portée dans un archipel en pleine mue où la gauche, jadis terrassée par ce meurtre, renaît doucement de ses cendres, portée par l'arrivée massive d'étrangers, une société qui s'ouvre enfin et ménage ses minorités, laissant présager que le prochain ou la prochaine première ministre pourrait bien venir de ce camp. Une ironie douce amère pour un Asanuma dont le sang a marqué plus qu'une page d'histoire. À l'époque, sa mort avait sonné le glas d'une gauche audacieuse, mais en 2025, cet écho revient, discret mais tenace, porté par un Japon qui ne peut plus se cacher derrière ses murs. Le catalyseur, l'ouverture, lente mais inexorable d'un archipel qui pour la première fois depuis des siècles voit ses frontières s'effriter sous le poids des chiffres. En 2025, avec une population déclinante, 122 millions d'habitants contre 128 millions en 2010, et une pénurie de main-d'œuvre criante, le Japon accueille des étrangers en masse, un record de 3 millions d'immigrés venus d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Europe majoritairement, pour faire tourner les usines, servir dans les commerces ou soigner les vieux. Les rues de Tokyo, d'Osaka, de Sapporo s'emplissent de visages nouveaux, de langues inconnues. En 2024, un rapport gouvernemental notait que plus de 10% des écoliers des grandes agglomérations avaient au moins un parent étranger. Une révolution silencieuse dans un pays où l'homogénéité était plus qu'un dogme. Cette vague bouscule tout. Les conservateurs du PLD, toujours au pouvoir, grincent des dents, resserrent les vis et les visas, mais ne peuvent stopper le flot indispensable. Le Japon a besoin de bras et les robots ne suffisent pas à changer les couches ou à cueillir les fraises. Et là, miracle ou ironie, la gauche refait surface. Une gauche rajeunie, métissée, qui a troqué les vieux slogans anti-américains pour une cause plus moderne, la protection des minorités et l'ouverture. Le Parti démocrate constitutionnel, le PDC, héritier lointain du PSG et ses alliés, dont une frange du Parti communiste japonais, saisissent l'occasion. En 2025, ils défilent à Shinjuku pour les droits des travailleurs immigrés, dénonçant les discriminations dans les commerces qui affichent Japanese Only et promettant une citoyenneté plus accessible pour les nouveaux arrivants. Un discours qui rappelle, en écho décalé, les rêves d'Asanuma, mais adaptés à un Japon qui regarde enfin au-delà de ses îles. En janvier 2025, une manif pro-immigration à Osaka vit une étudiante japonaise avec son petit ami brésilien brandir une pancarte « Asanuma avait raison, l'avenir c'est nous tous ». Un clin d'œil qui fait sourire les historiens et trembler les vieilles barbes du PLD. Cette nouvelle gauche, portée par des militants souvent dans la vingtaine, des profs progressistes et des minorités qui découvrent leur voix, retrouve une jeunesse qu'elle n'avait plus vue depuis 1960. Les sondages bougent. En janvier 2025, le PDC grimpe à 28% d'intention de vote, loin derrière le PLD, certes à 42%, mais assez pour le menacer. Et parmi les figures montantes, une femme.
Tanaka Ayaka, 42 ans, ancienne avocate des droits humains, émerge comme une étoile, une potentielle prochaine première ministre qui, dans ses discours, cite Asanuma très souvent, avec une pointe de révérence, jurant que faire du Japon un pays pour tous, pas pour quelques-uns. Les ultranationalistes, ces ombres du parti patriotique du Grand Japon, grognent dans leur coin, mais surtout sur Internet, sur X. Un nostalgique poste d'ailleurs la photo de Nagao avec un Yamaguchi revient, mais leur écho faiblit, noyé par une société qui, pour une fois, regarde devant. Cet écho lointain d'Asanuma en 2025 n'est pas une victoire, mais un frémissement. La gauche affaiblie pendant des décennies renaît sur les décombres d'un pays effondré par sa propre course au développement à tout prix et qui s'ouvre, enfin. Un Japon où les minorités, locales d'abord, Ainus, Ainichis ou immigrés, redonnent du souffle à des idéaux que le socialiste de 1960 aurait reconnus, même s'il aurait sûrement haussé un sourcil devant tant de visages nouveaux sur son archipel.地に染まるは大地の謎正義が壊滅に咲く日また終わらぬ力の矢刻む何をあの刃に靴の武器を持つ者相手を倒せば勝利なりやもう一度聞こえる自分が地の天に吹く風となる黒い雲は溜まったまま不安の跡が鳴りやまない光のように知っていたかこれが私の戦いだ別の武器を持つ者相手を倒せば勝利なりやもう一度聞こえる集いが地の天に吹く風となるなぬ靴の武器を持つ者相手を倒せば勝利なりやもう一度聞こえる自分が地の天に吹く風となる世は進むがか行き止めず死の書を取り捧げよ戦いの夜に花が散る不滅の重い風に減る日は死した方の思いを施設我らの声は流れるだけ地の天に吹く